Bonjour chers viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, toujours accompagné du sergent Belgio. Garde à vous! Nous nous voyons aujourd'hui afin d'attaquer le premier chapitre de votre instruction. Nous allons prendre notre livre rouge qui parle des batailles de la Seconde Guerre mondiale et ensemble nous allons démarrer le premier chapitre, la campagne des 18 jours. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la campagne des 18 jours? Le nombre de jours que tu passes sans faire une connerie? Mais pas du tout. Cette campagne est un chapitre de la guerre qui n'est pas très souvent abordé dans les films ou dans les jeux vidéo. Il s'agit en fait d'une sorte de prologue à ce que sera l'invasion de la France. La campagne des 18 jours est en fait l'invasion de la Belgique qui s'est déroulée du 10 mai 1940 au 28 mai 1940. Ah oui, 18 jours, comme le temps qu'il a fallu aux Boches pour nous mettre en PLS. Ils ont même deviné le nombre de jours avant le début de l'invasion pour nommer l'opération. Ils sont forts ces Allemands. Deutsche Qualität. Non, sergent. Bien entendu qu'on n'a pas donné ce nom d'opération avant le début de celle-ci. À la base, cette opération devait s'appeler l'opération Fallgelb, voire le plan jaune ou le plan Manstein. Waouh, tu parles tellement bien l'allemand, mon adjudant. Ah oui. Mais avant de vous parler de la campagne des 18 jours, je dois d'abord vous faire une contextualisation de ce que c'est la guerre à ce moment-là. Pour cela, je vais devoir vous expliquer comment la Seconde Guerre mondiale a démarré. Ce sera le but de cette vidéo. Je vais faire ça pour vous rafraîchir la mémoire, afin de vous aider à oublier cette idée que la Seconde Guerre mondiale a démarré en 1940. Comme certains peuvent encore le penser, n'est-ce pas? Pour parler du déclenchement de la Seconde Guerre, je pourrais déjà revenir le 28 juin 1919 avec la signature du traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre. Mais j'en parlerai plus profondément dans le livre noir. Pour parler du lancement de la Deuxième Guerre, nous allons nous avancer jusqu'en 1933, le 30 janvier pour être précis. C'est ce jour-là qu'un petit Autrichien moustachu, déjà fortement antisémite et avide de pouvoir, est nommé chancelier d'Allemagne, Adolf Hitler. L'Autrichien le plus connu avant Arnold Schwarzenegger. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour vous expliquer comment il a accédé au pouvoir. Nous aborderons ça quand je parlerai dans le livre jaune. Adolf est maintenant au pouvoir. Il est tout puissant. Et ses envies de grandeur sont déjà bien présentes. Je ne vais pas parler de la persécution juive de l'Allemagne des années 30. Encore une fois, j'aborderai ce sujet dans le livre jaune. Mais les ambitions d'Adolf, c'est-à-dire l'agrandissement de ce qu'il appelle l'espace vital de l'Allemagne, rencontrèrent des difficultés. Et oui, comment agrandir un pays quand on n'a pas d'armée? Car l'Allemagne à l'époque, qui s'appelait la République de Weimar, n'a pas encore sa grande armée. C'est notamment l'une des sanctions du traité de Versailles qui va empêcher cette nation de repartir en guerre contre l'un de ses voisins. Ils ne pouvaient pas tester les Allemands. En effet, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les Allemands ne pouvaient tester personne. Et pour cause, les lourdes sanctions du traité de Versailles avaient privé l'Allemagne de son armée. La marine va être totalement détruite, les chars d'assaut vont être totalement mis aux oubliettes, l'aviation va être totalement démantelée, l'artillerie va être supprimée et l'armée allemande ne sera plus constituée que de 100 000 soldats, ce qui est très peu. Oui, je sais ce que vous allez me dire, avec 100 000 hommes on peut déjà conquérir certains territoires. Mais pour un pays comme l'Allemagne, aussi guerrier, aussi grand, 100 000 hommes, c'est très peu. C'est même humiliant pour eux. C'est à peu près comme donner à un grand malabar super vénère un petit pistolet à eau pour se défendre. C'est très peu. Donc, si Adolphe veut mener à bien ses projets d'expansion, il va devoir sacrément se muscler la moustache, le bougre. Pour cela, il va devoir reconstruire son armée. Et il ne va pas s'en priver. Du tout.
Ainsi, dès le mois de juillet 1933, Hitler va faire voter une loi qui va concentrer une grosse partie de son budget dans le réarmement de son armée. Et le tout dans la clandestinité la plus totale. Car ce réarmement est totalement contraire à ce qui avait été dicté lors du traité de Versailles. Mais attends que je comprenne bien ton histoire. Les Allemands ont commencé à reconstruire des chars, des avions et des bateaux sans que personne ne le sache? Ah, tu sais, les Allemands avaient eu plein de ressources et d'idées afin de camoufler leur complexe militaire et leur centre de recherche. Mais très vite, la supercherie va être révélée et les nations européennes vont apprendre que l'Allemagne est en train de se réarmer, ce qui était contraire, je le rappelle, au traité de Versailles. Là-dessus, le mal était fait et ce qu'il va y avoir, ça va être des accords qui vont être signés afin d'autoriser le réarmement allemand, mais dans des conditions très limitées et très strictes. Mais bon, voilà, vous pouvez bien l'imaginer, Hitler s'en foutait complètement de ces accords. Et donc, très vite, la puissance militaire d'Adolphe va grimper en flèche. Ainsi, en 1935, tel un chat qui se prépare à faire une connerie en vous regardant droit dans les yeux, Hitler va commencer à sortir ses griffes. Voulant tout d'abord tester la réaction des nations alliées, il récupère la région de la Sarre, qui avait été concédée à la Société des Nations à la suite du traité de Versailles. En gros, la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Cette réoccupation de la Sarre, elle a également été aidée par un référendum. Un référendum avait été proposé aux Sarrois afin de savoir s'ils voulaient ou non réintégrer l'Allemagne. À la suite de ce référendum, la population a parlé et ils étaient pour à 90% la réintégration à l'Allemagne. Les Français ont bien été obligés de laisser faire. Mais Adolphe, il n'est pas encore rassasié. Ainsi, avec un petit bâton pointu, il pique une nouvelle fois dans les côtes de la Société des Nations en remilitarisant la Rhénanie en mars 1936. Cette région avait été démilitarisée à la suite du traité de Versailles. Mais encore une fois, la France ne bouge pas. Elle laisse faire Hitler. Bon, il faut dire que la France était à 6 semaines d'élection et que le gouvernement intérimaire qui gérait la France ne pouvait engager de riposte militaire suffisante. Sans parler de la population qui ne voulait pas d'une nouvelle guerre. La France était pieds et poings liés. Hitler était donc en mode touriste, sans gêne, et s'appropriait les régions tranquillement? C'est l'ancêtre des touristes allemands à sandales à chaussettes qu'on voit dans nos régions, alors? En quelque sorte, oui. Mais vous pouvez bien vous imaginer que la situation était beaucoup plus tendue qu'avec le gros Hans qui est venu avec sa famille visiter les Ardennes belges ou les côtes françaises. On arrive alors en 1936. Et en 1936, c'est la guerre d'Espagne qui est déclarée. Cette guerre, je pourrais vous en parler quand j'aborderai le livre jaune, c'est une guerre qui opposait les révolutionnaires de Franco face aux troupes du Front populaire. Et Hitler, il va venir s'immiscer dans cette guerre du côté de Franco, notamment en envoyant ce qu'on appelait les légions Condor. Et Hitler, il va s'embarquer dans cette guerre avec son tout nouveau super friend, Benito Mussolini. Ensemble, ils vont donc se battre du côté de Franco, alors qu'une coalition internationale viendra aider les troupes du Front populaire. Pour Hitler, faire participer ses troupes à la guerre d'Espagne, ça sert surtout d'entraînement. Parce qu'il a une armée qui est bien organisée, une armée qui est de nouveau réarmée, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est une armée qui n'a pas d'expérience. Et ainsi, les soldats de la Wehrmacht vont pouvoir acquérir cette expérience durant la guerre d'Espagne. Ah oui, c'est durant cette guerre que s'est déroulé Guernica, qui a inspiré un tableau de Picasso. Je suppose que tu veux dire Guernica, hein, n'est-ce pas? Mais sinon, en effet, Picasso a peint cette toile en mémoire des habitants du village de Guernica qui vont subir un terrible bombardement de la Luftwaffe allemande qui va causer 300 civils morts, et ce en 1937. D'ailleurs, ce bombardement va vraiment choquer l'opinion publique et va montrer vraiment à quel point l'armée d'Hitler est terrifiante. Mais encore une fois, Hitler n'est pas rassasié. Et tel une nymphomane en manque, il lui en faut beaucoup plus. Pourtant, il a réussi à récupérer ces deux territoires qui avaient été confisqués lors du traité de Versailles, la Rhénanie et la Sarre. Il a pourtant entraîné ses troupes lors de la guerre d'Espagne. Mais Hitler, il est gourmand et il en veut encore plus. Il va alors mettre en route un plan qu'il avait minutieusement préparé, un plan qu'il avait en tête depuis assez longtemps, un plan qu'il va appeler l'Anschluss. En gros, l'Anschluss, c'est la réunification des peuples germanophones d'Europe qui devaient être rattachés à l'Allemagne. Bon, vous allez me dire, ça va, quoi, il n'y a pas non plus des masses de peuples germanophones en Europe.
Si je devais comparer, c'est un peu comme si Macron voulait annexer la Wallonie, la Suisse romande et le Québec afin d'en faire de nouveaux départements français. Monsieur Macron n'y pensait même pas. C'est le 12 mars 1938 que la 8e armée allemande pénètre en Autriche afin d'annexer ce pays. Bon, il n'y a eu aucune résistance, que du contraire, ils furent acclamés par la population. Les nazis autrichiens avaient provoqué un coup d'État la veille et fait annuler un référendum favorable au maintien de l'indépendance autrichienne. Ce pays était donc annexé dans les règles. Car il faut faire la différence entre une annexion et une invasion. Ce n'est pas la même chose. En gros, une annexion, c'est comme si vous allez chez votre voisin, vous sonnez à la porte, votre voisin vous ouvre, il vous laisse rentrer, il vous donne les clés de sa maison, les clés de sa voiture, il vous laisse aller dans la cave pour boire tout le vin qu'il a, et il vous laisse également aller dans sa chambre afin que vous puissiez faire l'amour à sa femme, en toute sympathie. Ça, c'est une annexion. Une invasion, c'est vous qui allez chez votre voisin, vous donnez un coup de pied dans la porte, vous séquestrez votre voisin dans la cave, vous allez vous nourrir dans le frigo et vous allez violer la femme qui se trouve dans la chambre. Voilà un peu la différence entre une annexion et une invasion. Encore une fois, la réaction internationale est mitigée. Devant l'agrandissement du territoire de l'Allemagne, en la réunification des deux alliés de la Grande Guerre, les avis sont partagés. En Europe, seule la France s'inquiète et elle anime une entente défensive avec deux voisins d'Adolphe, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Cependant, l'ogre Adolphe n'a pas encore eu son compte d'enfant européen. Et alors que l'Autriche s'est docilement inclinée, il projette maintenant ses couverts en direction d'une petite région de Tchécoslovaquie, les Sudètes. Les Sudètes est une région de l'ouest de la Tchécoslovaquie, mais qui est peuplée par beaucoup de germanophones qui seraient, d'après Hitler, oppressés par le gouvernement local. Quel troll Hitler a parlé de victimisation pour son peuple? En effet, surtout qu'il ne parlait pas de tous les Allemands locaux, mais seulement de ceux qui étaient partisans des nazis. D'après lui, c'était ceux qui étaient partisans des nazis qui étaient maltraités par le gouvernement local. Bien entendu, le gouvernement tchécoslovaque, qui est bien moins domptable que le toutou autrichien, s'oppose aux idées d'Hitler. Il ne veut pas qu'Hitler s'approprie ainsi la région des Sudètes. Et pour cause, la région des Sudètes, c'est la région industrielle de ce pays. C'est notamment dans cette région qu'on peut retrouver les grosses usines Skoda qui fabriquent les gigantesques canons qu'on pouvait notamment voir durant la Première Guerre mondiale, mais également durant la Seconde Guerre mondiale. Hey, c'est comme les bagnoles. Oui, Skoda, c'est le même constructeur que les voitures. D'ailleurs, à l'époque, les industries Skoda étaient les usines les plus modernes en Europe et ils vont notamment construire les canons les plus perfectionnés, que ce soit durant la Première Guerre mondiale ou lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors le fait qu'Hitler veuille s'accaparer les Sudètes, bon, il y a le peuple germanophone, bien entendu, qui est là, mais c'est surtout avoir un gros jackpot en s'accaparant les usines Skoda afin de pouvoir faire des canons pour son armée. Donc l'enjeu est vraiment très important pour Hitler. La crise des Sudètes de 1938 va faire monter la tension d'un cran en Europe. Car la Tchécoslovaquie, qui est en train de s'opposer à l'invasion allemande, est en fait alliée avec trois grandes nations européennes. Elle est alliée avec la France, le Royaume-Uni et les Soviétiques. Donc vous pouvez bien imaginer que ces trois pays, voyant Hitler qui grignote un peu plus de territoire en Tchécoslovaquie, ne sont pas du tout d'accord. Mais pourtant, malgré le fait que ces pays soient alliés avec la Tchécoslovaquie, aucun de ces trois pays, donc ni la France, ni le Royaume-Uni, ni l'Union soviétique, ne va aider, ne va soutenir le gouvernement tchécoslovaque contre Adolf Hitler. Ça c'est con! Et voyant que rien ne bougeait, que finalement aucune action militaire n'était intentée contre lui, Hitler va continuer à mettre la pression sur le gouvernement tchécoslovaque en imposant aux habitants des Sudètes, non allemands, de fuir leur maison, d'abandonner tous leurs biens, d'abandonner tout ce qu'ils possédaient, afin d'aller se réfugier en Tchécoslovaquie, parce qu'Hitler, il allait mettre en marche sa machine de guerre et libérer le peuple allemand des Sudètes. Bref, Hitler, il ne manquait pas de toupet. Mais au fil des mois, la situation devenait de plus en plus pesante. Et finalement, au mois de septembre 1938, dans la ville de Munich, une réunion de la dernière chance va avoir lieu. Dans cette réunion, on va retrouver d'un côté les nouveaux Super Friends Adolf Hitler et Mussolini, et en face, un représentant de la France, Édouard Daladier, et un représentant du Royaume-Uni, Neville Chamberlain. Il est d'ailleurs surprenant qu'à cette réunion, qui allait parler justement des cas des Sudètes, ni la Tchécoslovaquie, ni l'Union soviétique ne soient conviés.
Cette réunion était vraiment la réunion de la dernière chance avant que la guerre n'éclate. Après cette réunion de la dernière chance, finalement, les accords de Munich seront signés. Ce qui va être paradoxal, c'est qu'on va voir la mentalité des deux parties qui vont se séparer, qui va être à peu près la même. Du côté des Français et des Britanniques, on en sort vainqueur. Parce qu'on a réussi à tenir tête pacifiquement à Hitler. En effet, au cours des négociations, Hitler a promis qu'il n'allait plus envahir aucun territoire après les Sudètes, promettant même une paix de 1000 ans à toute l'Europe. Donc les Français et les Britanniques rentrent dans leur pays presque en héros pour avoir réussi à maîtriser, à museler Hitler et son fanatisme. Rien que ça. Bon, à vrai dire, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous les Britanniques. Ainsi, on a cette magnifique citation du plus badass des hommes politiques de l'époque, le Britannique Winston Churchill, qui dira « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Quel poète, ce Winston! Du côté d'Adolphe, lui aussi, il sort des accords de Munich enthousiaste. Parce que lui, il a encore une fois réussi à gruger les Français et les Britanniques en s'essuant le fondement avec le traité de Versailles. En effet, il a promis qu'il n'allait plus conquérir de territoire, mais que vaut la promesse d'Hitler? Finalement, il voit qu'il a réussi à s'accaparer un nouveau territoire sans que ni les Français ni les Britanniques n'attendent d'attaque, d'attente de guerre envers lui. Finalement, il voit que les Français et les Britanniques l'ont laissé faire. Durant les accords de Munich, on peut carrément le dire, les Alliés ont totalement abandonné la Tchécoslovaquie à Adolf Hitler. Prenant note de cet aveu presque d'impuissance des Français et des Britanniques à son égard, on sait très bien qu'Hitler ne va pas en rester là. On arrive alors en mars 1939 et Adolphe va une nouvelle fois violer délibérément les accords de Munich en trollant une nouvelle fois la Société des Nations. Hitler lance ses chars et envahit le reste de la Tchécoslovaquie en menaçant notamment de bombarder violemment Prague. Le gouvernement se retire et les régions de la Moravie et de la Bohême deviennent ce qu'on appelle un protectorat allemand. Quand on parle de protectorat, cela veut dire que cette région va devenir un État allemand, géré par le gouvernement nazi, mais qui gardera malgré tout un président qui s'appelle Emil Hácha, mais qui sera en fait une marionnette, il n'aura pas trop son mot à dire. De l'autre côté, la Slovaquie, elle, va devenir un État indépendant, mais sera un allié de l'Allemagne nazie durant la guerre. Et personne ne va réagir. Hitler fait ce qu'il veut et les autres regardent avec du popcorn et du soda. Eh bien ici, les Français et les Britanniques, ils n'ont plus trop le choix. Cette invasion de la Tchécoslovaquie, ça va à l'encontre du traité de Munich, et donc c'est véritablement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cependant, ni les Français ni les Britanniques ne vont encore déclarer la guerre à l'Allemagne. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont lancer une mobilisation générale. Ça veut dire une mobilisation qu'ils vont rappeler toutes les troupes de réserve au front et qu'ils vont également faire un appel à ce que des gens intègrent l'armée. C'est plus une façon de grincer des dents et de montrer ses dents à Hitler qu'autre chose. Mais Hitler, suite au traité de Munich, qui était un véritable aveu de faiblesse des Français et des Britanniques, pour lui, quand on parle justement de montrer les dents, c'est plus comme si un petit Pékinois vous aboyait dessus plutôt qu'un gros Doberman. Hitler ne se sent pas trop menacé. On arrive alors le 1er septembre 1939. Adolphe, se moquant éperdument du traité de Munich, lance sa machine infernale en direction de l'Est et envahit la Pologne. Il le fait en partant de l'Allemagne, de la Slovaquie, ainsi que de son enclave de Danzig. Hitler, sous couvert de réagir à un faux attentat contre son pays, qui aurait été organisé par les Polonais, voulait également rattacher la fameuse enclave de Danzig à la mère patrie. Il faut savoir, c'est qu'en 1919, quand la Pologne va renaître de ses cendres à la suite du traité de Versailles, on va lui permettre d'avoir un accès à la mer. Pour ce faire, on va creuser un couloir en plein territoire allemand, le couloir de Danzig. Si vous ne savez pas ce qu'est une enclave, je vous renvoie à des vidéos réalisées par Doc7, Parlons Histoire et Dave Sheck. Je mettrai des liens en description. Cette fois-ci, les Français et les Britanniques n'ont plus le choix. Adolphe a posé ses fesses sur le traité de Munich en rompant sa promesse et en envahissant un pays qui était lié à une sorte d'accord de défense avec la France et le Royaume-Uni.
Nous sommes le 1er septembre 1939 et il déclare la guerre à l'Allemagne. Ainsi démarre la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de la campagne de Pologne, nous aborderons ce sujet une autre fois, toujours dans le livre rouge. C'est dans cette guerre que les cavaliers polonais ont chargé les chars allemands. Ça fait trop comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, quand les cavaliers d'Europe chargent les Uruk-hai. Trop stylé. Ah oui, la fameuse histoire des cavaliers polonais qui ont chargé les chars allemands comme à l'époque napoléonienne. Je vois que cette légende a la peau dure. Mais en fait non, il n'a jamais été attesté que la cavalerie polonaise a chargé les panzers allemands lors de la bataille. D'ailleurs, il n'y a plus de cavalerie équestre dans l'armée polonaise depuis 1937. Donc ça, au fait, ce n'est jamais qu'une légende. Mais alors que les courageux Polonais se battaient vaillamment contre les Allemands sur le front de l'Ouest, à l'Est, un invité totalement imprévu entre dans la danse. L'armée soviétique pénètre en Pologne et envahit ce pays en détruisant tout sur son passage. La pauvre armée polonaise est totalement prise en étau par ces deux gigantesques armées. Les deux armées se rapprochaient inexorablement. Les Allemands d'un côté, les Soviétiques de l'autre. Mais du côté des Britanniques et des Français, on se frotte un peu les mains. Et oui, peut-être que les Allemands et les Soviétiques vont violemment se foutre sur la gueule. Ceci épargnerait une guerre avec l'Allemagne, ou au moins se battre contre une Allemagne qui va être affaiblie. Alors, est-ce que ça va être le cas? L'Europe retient son souffle. Est-ce que ces deux grosses nations vont se battre l'une contre l'autre? Eh bien non. Non. Pas du tout. À la stupeur générale, les Allemands et les Soviétiques, une fois la jonction faite, se serrent la main, dansent, s'échangent des cigarettes et font des sourires à la caméra. Comment ces deux pays, ayant tout pour se faire la guerre, Hitler le nazi et Staline le communiste, ont-ils pu faire la paix de la sorte? En Europe, c'est la consternation générale. Sûrement à cause du pouvoir de l'amour, comme dans les mangas. Non, quand même pas. C'est plutôt la résultante d'un pacte signé entre les Allemands et les Soviétiques, un pacte secret. Ce pacte a été signé en août 1939, soit avant le début de l'invasion polonaise. C'est ce qu'on va appeler le pacte de non-agression germano-soviétique ou le pacte Ribbentrop-Molotov. Et avant que tu ne réagisses, mon cher sergent Belgio, quand je parle de Molotov, eh bien oui, c'est bien l'homme qui est à la base du nom de la célèbre grenade inflammable, le cocktail Molotov. En fait, ce nom a été donné par les soldats finlandais à cette arme, un peu comme un hommage justement au ministre Molotov, qui était un ministre soviétique à l'époque. La mise en place de ce pacte germano-soviétique va permettre ainsi à Hitler de retirer ses troupes qui stationnaient à l'est de la Pologne afin de les envoyer à l'ouest, en prévision dans les mois à venir d'envahir la France, la grande mission que s'était donnée Adolf Hitler. Ainsi, l'Allemagne occupait la moitié de la Pologne, ainsi que la Tchécoslovaquie. Du côté de l'Union soviétique, eux, ils vont récupérer l'autre moitié de la Pologne, mais ils vont également envahir les trois États baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, ainsi qu'une partie de la Finlande. Et cette occupation d'une partie de la Finlande va donner naissance à la fameuse guerre d'hiver entre l'Union soviétique et la Finlande, et ce qui va notamment donner naissance à la légende du fameux sniper Shimo Aya, qui était considéré comme le meilleur sniper de tous les temps. Mais ça, croyez-moi, il y a bien d'autres youtubeurs qui pourront vous parler plus en détail de ce fameux tireur d'élite finlandais. Cependant, ne soyez pas trop naïfs. Ne pensez pas qu'Hitler est devenu fou amoureux de la danse moustache de Staline et qu'ils sont copains-copains à se faire des doudous dans le dos. Loin de là. Hitler, depuis longtemps, envisage d'envahir l'Union soviétique. Et avoir ainsi une frontière commune avec ce pays va lui permettre plus tard d'avoir une meilleure assise, une meilleure stabilité pour lancer ses troupes. Cependant, Hitler, il ne voulait pas faire la même erreur qu'en 14 et se battre sur deux fronts différents. Il voulait d'abord régler le compte de la France avant de se projeter dans l'invasion de l'Est et de l'Union soviétique. Imaginez-vous d'ailleurs que tout va aller plus vite que prévu pour Hitler, étant donné qu'il projetait cette invasion de l'Union soviétique que 3 à 4 ans plus tard. Mais que devant l'avancée fulgurante des soldats en France, il lancera son opération Barbarossa en 1941, soit 2 ans plus tard. Une fois
que la situation est bien stabilisée en Pologne, on va pouvoir démarrer cette étrange période de la guerre qu'on a appelée la drôle de guerre. C'est le calme avant la tempête. Ce qu'on va appeler la drôle de guerre, ou The Funny War en anglais, et je pense que du côté allemand on a appelé ça la guerre, l'étrange guerre, quelque chose comme ça. En fait, c'est toute une période qui va quand même compter plusieurs mois où il n'y aura aucun combat, ou presque en Europe. Du moins aucun combat sur le front de l'Ouest. Les Allemands vont stationner devant la France et ne vont rien faire. Les Français ne vont pas entamer de guerre, ni les Britanniques. On va vraiment se regarder comme des chiens de faïence pendant plusieurs mois. C'est ça qu'on va appeler la drôle de guerre. Et il ne va rien se passer. Même pas un petit coup d'obus. Sur un malentendu, ça peut arriver. Non, il n'y aura pas de grosses batailles durant cette période-là. La seule timide offensive qui va avoir lieu, c'est en septembre 1939, quand les Français vont envahir l'Allemagne et la région de la Sarre, dans le but un peu de contre-attaquer, en fait, durant que les Allemands attaquaient en Pologne. Seulement, le 21 septembre, donc ça s'est déroulé sur une semaine, après à peu près 2000 victimes dans les deux camps, les Français vont recevoir l'ordre de quitter le territoire allemand afin de se retrancher derrière la ligne Maginot. Pour certains, c'est une incompréhension totale, et même du point de vue des Allemands, la route des Français vers la région du Rhin, qui est une région très industrielle allemande, elle était presque toute tracée pour une armée française qui aurait été bien organisée. Donc les Allemands, en voyant que les Français vont se retirer de leur territoire, ils vont pousser un sacré de soulagement, parce que eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de se battre en Pologne. Mais à part cette petite tentative d'incursion, il n'y aura pas de combat entre les Français et les Allemands durant plusieurs mois jusqu'en 1940. En début d'année 1940, la drôle de guerre est encore en cours. Aucun des pays n'a encore engagé de combat, ni du côté français, ni du côté allemand, ni du côté britannique. Pourtant, à partir du mois d'avril 1940, Hitler va relancer sa machine de conquête. Pas en direction de la France, mais plutôt vers le nord, en direction du Danemark et de la Norvège. Alors vous allez me dire, mais oui, déficator. Pourquoi est-ce que l'Allemagne ou Hitler a voulu envahir le Danemark et la Norvège alors que le but c'est d'envahir la France? Eh bien en fait, pour que la machine d'Hitler, la machine de guerre d'Hitler avance, il lui faut avant tout de la matière première afin de construire des chars, des bateaux, des avions. Cette matière première, le minerai de fer, en Allemagne il y en a peu ou pas assez selon Hitler. Ainsi, durant toute la Seconde Guerre mondiale, le minerai de fer sera importé en Allemagne depuis la Suède, qui était pourtant un pays neutre durant le conflit. Le souci, c'est que les deux ports qui servaient de point d'attache aux Allemands, ils sont gelés très souvent, ce qui ralentit donc l'approvisionnement en minerai de fer. Ainsi, durant toute une période, les Allemands avaient pensé transiter par le port norvégien de Narvik, qui se situe tout en haut de la Norvège, tout près de la Laponie, qui est un port, lui, qui n'est jamais gelé. Bien entendu, les Britanniques, les Français, donc les Alliés, en apprenant qu'Hitler voulait passer par la Norvège pour amener du minerai de fer, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de bloquer ce chemin. Ils vont imposer un blocus pour empêcher les navires d'envoyer du minerai de fer en Allemagne. C'est pour cela qu'Hitler, apprenant que les Anglais avaient des vues sur Narvik, va accélérer les choses et envahir le Danemark et la Norvège, justement pour occuper ces territoires avant que les Britanniques n'arrivent. Décidément, les Alliés n'auront vraiment rien géré durant cette période. Je suis d'accord, mon cher sergent. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la situation était très complexe. Les Français et les Britanniques, eux, ils n'étaient pas encore vraiment prêts pour la guerre, donc ils faisaient vraiment au mieux. Alors qu'Hitler, lui, il est déjà très bien rodé, avec notamment l'invasion de la Pologne. Donc c'est pour cela qu'il arrivait toujours à prendre de vitesse les pensées des nations alliées. Cependant, cette invasion de la Norvège et du port de Narvik va permettre aux Alliés d'avoir l'une de leurs toutes premières victoires durant la Seconde Guerre mondiale. Afin d'imposer le blocus du minerai de fer suédois, les armées britanniques, françaises et polonaises vont lancer une opération navale sur le port de Narvik. Et cette opération sera d'ailleurs l'une des premières victoires alliées face à l'Allemagne. Les troupes réussiront à récupérer le port en chassant les Allemands. Malheureusement, à cause de la débâcle française de mai 1940 à juin 1940, les troupes stationnées à Narvik devront laisser le port aux Allemands afin de venir en aide à leurs camarades au pays.
Durant toute la guerre, ce port sera actif et fournira du minerai à l'Allemagne. On parle des Français, des Britanniques, mais la Belgique pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, et nous? Tu t'es vanté d'être belge de la vidéo du prologue et tu parles même pas de la Belgique dans ta première vidéo sérieuse. Ça pue les pouces rouges de la part de tes compatriotes, ça. Un peu de patience, mon cher sergent Belgio. J'y viens. Du côté de la Belgique, à ce moment-là, nous sommes encore neutres. Nous avons notre statut de neutralité, comme ce fut le cas en 1914. Ça veut dire que nous n'avons pas encore déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais nous avons quand même pris nos devants. Ainsi, quand les Français ont lancé leur mobilisation générale, ce fut le cas également en Belgique. Une mobilisation qui va quand même rameuter 700 000 soldats belges prêts à se défendre à partir du canal de l'Escaut jusqu'au sud des Ardennes. Alors vous allez me dire, mais 700 000 c'est pas beaucoup, contrairement aux Allemands qui sont peut-être plusieurs millions. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes en Belgique, nous sommes un petit pays. À ce moment-là, notre pays comptait quoi? 6, 7, 8 millions d'habitants, pas plus. Ce qui veut dire que c'est quand même un pourcentage assez élevé de soldats qui vont partir prendre les armes pour défendre notre pays. D'ailleurs, il me semble que le pourcentage d'habitants, de soldats par habitant en Belgique était supérieur à ce qu'il y avait en France et en Grande-Bretagne à ce moment-là. Mais en Belgique, malgré le fait que nous avions nos points défensifs, comme le fort d'Ebenemal notamment, on ne se sentait pas encore trop menacé. On avait un peu mis notre pays en défense au cas où, mais personne ne s'attendait à ce que les Allemands débarquent un jour ou l'autre. Nous arrivons alors au bout de notre histoire. Nous sommes le 9 mai 1940. Les Belges sont toujours sur leur position défensive. Les Allemands se tiennent prêts, car le lendemain, le 10 mai 1940, on va pouvoir démarrer l'opération Fallgelb, ou le plan jaune ou le plan Manstein, avec l'invasion de la France et de la Belgique. Ainsi va pouvoir démarrer la campagne des 18 jours. On va se marrer. Amenez-vous les moches, le sergent vous attend. Merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo, ça me fait plaisir, on a eu un tout petit démarrage pour la première, mais c'est normal, j'ai pas encore vraiment fait de publicité pour cette chaîne. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait des frais dans de l'éclairage pour qu'on me voit mieux. Je vais essayer de mieux gérer le son et le bruit de fond. Donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me conseiller, me donner des petits trucs et astuces pour mieux gérer le son. Je rappelle, je suis un novice total dans le montage vidéo, je fais ça tout seul. Donc je ne peux que m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. J'ai également changé mon cadre. Donc j'ai mis un décor un peu plus adapté, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans l'autre vidéo, il y avait notamment mes vieilles affiches qui libulent. D'ailleurs, je pense qu'il y en a encore une là-bas, je vais la retirer juste après. C'est des affiches dans le cadre de mon travail, je vous filme depuis mon bureau. Donc j'ai essayé d'un peu agencer tout ça, de mettre des affaires de ma collection privée. Donc si vous aimez ma vidéo, vous aimez bien le concept de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez toujours au courant des vidéos quand elles sortiront. N'hésitez pas à liker ma vidéo, surtout, ça peut être très utile pour le référencement. À laisser un commentaire en dessous, donc tous les commentaires insultants seront bien sûr effacés, je le répète. Mais si par exemple j'ai dit une connerie ou autre, vous êtes tout à fait libre de laisser un commentaire, il n'y a pas de souci avec ça, nul n'est parfait, et moi ça me permettra encore une fois de me corriger au fur et à mesure des vidéos. Alors la prochaine vidéo, elle ne sortira pas avant 2019, ici bon c'est vrai qu'il reste que 2 semaines, mais je vais rentrer en congé, donc c'est ma dernière semaine de boulot avant 2 semaines de congé, bien méritée, croyez-moi, mais je vous tiendrai au courant quant à l'avancée pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année, aimez-vous les uns des autres, et je vous laisse avec ma petite devise personnelle par rapport aux devoirs de mémoire. C'est en oubliant les erreurs qu'on retombe dans le malheur. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!